Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors il y a quelques jours, je faisais défiler sur un réseau social toutes les publications, comme on fait tous. Je suis inscrit sur plein de groupes financiers et tout d'un coup, je vois un graphique de ce type-là qui montre l'operating income, donc le résultat d'exploitation d'Apple, avec une remarque du genre l'action Apple, elle explose depuis plusieurs années, alors que le résultat opérationnel est stable depuis 2014. Cherchez l'erreur. Alors la personne qui poste ça, elle s'en rend pas compte, mais en fait c'est tellement réducteur et surtout c'est extrêmement faux. Alors il a raison sur le résultat opérationnel, et même si on regarde les prévisions des analystes, ils prévoient une hausse, donc le résultat opérationnel sur Apple, mais bon, qui est pas non plus démente. Alors pourquoi est-ce qu'on peut pas juste réduire son analyse à ça ? Déjà, s'il regarde le résultat opérationnel, c'est qu'il fait de l'analyse fondamentale, donc il essaye de valoriser Apple, alors bon, apparemment en un seul coup d'œil sur un seul graphique, mais il oublie par exemple un premier facteur fondamental, c'est qu'Apple a racheté et continue de racheter énormément d'actions. Donc même si son résultat est stable, son bénéfice par action, lui, ne l'est pas du tout. Regardez le nombre d'actions Apple au cours des années. Les rachats d'actions, ils sont pas anecdotiques, ils sont massifs. On part de 6,5 milliards de titres à 4,6 milliards. Donc, on a bien sûr un résultat opérationnel qui est stable. On va prendre un exemple à 64 milliards, mais si on divise par le nombre de titres, le résultat opérationnel par action, lui, il passe de 9,8 à 13,9, soit une hausse de 40%. Donc, il est complètement à côté quand il compare un résultat au niveau de l'entreprise à un cours qui, lui, est par action. Il faut bien sûr regarder le résultat par action. Ensuite, il fait une deuxième grosse erreur, qui est surtout vraie parce qu'il regarde des résultats qui s'étalent sur plusieurs années. Parce qu'en fait, quand on valorise une entreprise, le standard, c'est de prendre les revenus futurs et puis de les actualiser. Le modèle le plus utilisé étant le DCF, le Discounted Cash Flow. Alors je vous montre un modèle simple que j'ai fait il y a 1 an, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Donc actualiser, c'est calculer combien 1 euro dans le futur, par exemple dans 10 ans, vaudrait aujourd'hui. Alors on prend un taux d'actualisation qui est en général le taux sans risque, donc dans notre cas, ou plutôt dans le cas d'Apple, le taux des bons du Trésor américain à 10 ans, auquel on rajoute une prime de risque parce que, bien sûr, on n'est pas certain que nos prévisions sur les cash flows futurs vont se réaliser. Et j'actualise chaque flux, donc c'est ce que j'ai fait sur ce fichier Excel, et donc je le ramène en valeur d'aujourd'hui, donc ça devrait être 2020, mais comme j'ai repris un ancien fichier, c'est 2019, et puis je fais ça pour chaque année. Et après 10 ans, ce que je fais, c'est que je calcule une valeur finale en prenant dans mon exemple un taux de croissance des free cash flow de 2,5%, donc pour 2029 et au-delà. Ensuite, je prends la somme de tout ça, donc des 10 premières années plus de la valeur finale, et puis je divise par le nombre d'actions et j'obtiens une valorisation. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est l'impact de la baisse des taux sur nos chiffres. Alors j'ai pris 2 scénarios, 9% de taux d'actualisation dans le tableau vert, qui nous donne une valorisation à 184 $ par action, et puis j'ai pris 7,5% qui nous donne une valorisation de 237 $. Donc une baisse de taux de 1,5% explique une hausse de 30% de la valorisation. Alors prenez pas ces chiffres de valorisation comme étant des chiffres qui sont valides. Ce que je tiens à vous montrer, c'est vraiment l'impact de la baisse des taux sur la valorisation d'une entreprise. Et en fait, plus l'entreprise est une entreprise de croissance, donc plus elle anticipe une forte croissance de ses revenus futurs, plus la baisse des taux a un impact. C'est une des raisons pour lesquelles les valeurs de croissance profitent aussi fort en fait de la baisse des taux comparée à une entreprise qui est stable et qui va pas anticiper une grosse croissance de ses revenus. Donc j'ai déjà pris 2 grosses erreurs qui ont été faites par la personne qui a posté ça, et je parle pas bien sûr de l'impact des prévisions, de la croissance, etc. Sur mon tableau, je peux bien sûr faire varier la valorisation d'Apple comme je veux, en changeant les chiffres de croissance, les futurs cash flows, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo ? J'ai fait cette vidéo pour que vous soyez prudent quand vous lisez une analyse ou quand vous regardez un graphique et que quelqu'un en déduit très rapidement quelque chose. Sur les plateaux télé, il y a beaucoup d'économistes, de journalistes, ils sont dans l'ensemble très compétents, mais ils sont très compétents sur un seul domaine. Et le problème, c'est qu'on leur demande leur avis sur tout. Donc on va leur demander leur avis sur l'économie chinoise, sur le Bitcoin, sur les GAFA, sur la réforme des retraites, alors qu'au départ, ça va être par exemple un économiste très macro et qui va surtout être compétent sur les devises. Et c'est vrai que la plupart des intervenants, ils ont un avis sur tout. Donc ils vont donner leur avis, même s'ils sont pas compétents. Et en tant que spectateur, téléspectateur ou lecteur, on a du mal à savoir s'ils sont en train de répondre à un avis en tant qu'expert, parce que c'est vraiment un domaine qu'ils maîtrisent, ou alors s'ils sont en train de répondre sur l'économie chinoise, ce qu'ils estiment un peu du feeling, alors qu'en fait ils ont fait aucune étude, aucune analyse sérieuse dessus.
Et ça, jour après jour, en regardant les émissions financières, ça continue à m'impressionner. Et c'est vrai que moi, même sur mes domaines de compétences, déjà, j'ai beaucoup de mal à faire des prévisions, j'aime pas du tout ça. Mais alors, sur des domaines que je maîtrise moins, comme le cours du dollar dans un an, ou bien le cours du Bitcoin sur les 5 prochaines années, alors là, je suis totalement incapable de vous donner mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.